Je m'appelle Elisabeth Moreau. J'ai passé 67 années sur cette terre, dont 40 comme professeure de littérature française au lycée Henri IV. Ma vie n'a jamais été extraordinaire, mais elle était la mienne, remplie de petits bonheurs quotidiens dans mon appartement à Saint-Germain-des-Prés. Un appartement modeste mais chaleureux, avec ses étagères croulant sous le poids des livres que François, mon défunt mari, et moi avions collectionnés pendant notre vie ensemble. Ce jour-là, devant mon miroir, j'ajustais le col de ma robe grise. Une robe simple mais élégante que j'avais achetée spécialement pour l'occasion chez une petite boutique de la rue Bonaparte. Je me souviens avoir hésité longtemps avant de l'acheter. Elle coûtait plus que ce que je dépensais habituellement pour mes vêtements. Mais après tout, ce n'était pas tous les jours que mon fils unique se mariait. Antoine, mon petit garçon devenu homme. Il épousait Céline Dubois dans le cadre somptueux du château de Fontainebleau. Une fille de bonne famille, comme on dit. Son père, Jean-Pierre Dubois, possède une chaîne d'hôtels de luxe. Sa mère, Hélène, est issue d'une vieille famille aristocratique désargentée, mais au nom toujours prestigieux. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'Antoine voyait en cette jeune femme au sourire trop calculé. Peut-être était-ce son nom, sa fortune, ou ce monde de privilèges auquel il avait toujours aspiré. François l'avait remarqué bien avant moi. « Notre fils a faim de ce qu'il n'a jamais eu », me disait-il souvent. Il confond succès et valeur. Mon mari était un homme sage, un journaliste respecté au Figaro qui préférait les histoires humaines aux mondanités. Il est parti trop tôt, emporté par un cancer foudroyant il y a 5 ans, me laissant seule avec nos souvenirs et ce fils que je ne comprenais plus. Le chauffeur de taxi s'impatientait. J'ai jeté un dernier regard à mon reflet, attrapé mon petit sac à main noire et le cadeau soigneusement emballé que j'avais préparé pour les mariés. Ce n'était pas grand-chose comparé à ce que les invités fortunés allaient offrir, mais c'était symbolique. Une première édition des Lettres à un jeune poète de Rilke, que François avait déniché dans une librairie ancienne du quartier latin. À l'intérieur, j'avais glissé une clé USB contenant des photos d'Antoine enfant et une lettre. Une lettre qui annonçait mon véritable cadeau, la promesse d'acheter pour eux une maison à Neuilly-sur-Seine, celle dont Antoine parlait depuis des mois. Une maison de 3 étages avec jardin, bien trop grande pour un jeune couple, mais parfaite pour les apparences qu'il chérissait tant. Cette maison représentait toutes mes économies, l'héritage secret de mon père que j'avais préservé pendant des années, et même une partie de ma retraite. Mais qu'importe, n'est-ce pas ce que font les mères, sacrifier sans compter pour le bonheur de leurs enfants? Le trajet jusqu'à Fontainebleau m'a paru interminable. J'observais le paysage défiler, ces terres d'Île-de-France que j'avais tant aimé explorer avec François lors de nos week-ends. À chaque kilomètre parcouru, une angoisse grandissante m'étreignait. J'aurais dû écouter Marguerite, ma fidèle amie. « Elisabeth, ton fils a changé. Ce mariage, cette famille, ils l'ont transformé. Protège-toi », m'avait-elle averti la veille au café Les Deux Magots, notre refuge hebdomadaire. Mais comment une mère peut-elle se protéger de son propre enfant? Le château est apparu majestueusement, imposant avec ses siècles d'histoire. Des voitures luxueuses s'alignaient dans l'allée principale. Des femmes en robe de créateur et hommes en costume sur mesure descendaient, riant fort, se congratulant, exhibant cette aisance que donne l'habitude des privilèges. J'ai serré mon petit sac contre moi, soudain consciente de ma simplicité au milieu de cette opulence. À l'entrée de la salle de réception, une jeune femme consultait une liste d'invités. Elle m'a regardée de haut en bas avant de demander mon nom. « Elisabeth Moreau », ai-je répondu avec toute la dignité dont j'étais capable. La mère du marié. Son expression s'est figée un instant. Puis elle a consulté sa tablette avec une concentration excessive. « Je suis désolée, madame, mais je ne vous trouve pas sur la liste principale. Attendez un instant, je vais vérifier. » Ce moment, suspendu dans le temps, reste gravé dans ma mémoire comme le premier coup de poignard. Comment pouvais-je ne pas figurer sur la liste principale? Moi, la mère d'Antoine? J'ai aperçu Jean-Pierre Dubois qui passait dans le hall. Il m'a vu, a hésité une fraction de seconde, puis a détourné le regard avant de s'éloigner rapidement. Quelque chose n'allait pas. Finalement, on m'a conduite à une table au fond de la salle, près des toilettes, avec les cousins éloignés et les collègues qu'on invite par obligation. Pas à la table d'honneur, pas même à proximité. J'ai cherché Antoine du regard. Il discutait avec animation, entouré de jeunes gens à l'allure assurée, Céline accrochée à son bras comme un trophée. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu cette expression que je ne connaissais que trop bien, ce mélange de gêne et d'irritation qu'il affichait adolescent
lorsque je venais le chercher au lycée et que ses amis étaient du présent. Il s'est excusé auprès de son groupe et s'est dirigé vers moi. J'ai cru, naïvement, qu'il venait m'accueillir, m'embrasser, me présenter fièrement. « Maman », a-t-il dit à voix basse, me prenant par le coude pour m'entraîner vers un coin isolé. « Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Tu devais venir juste pour la cérémonie à l'église, pas pour la réception. De quoi parles-tu, Antoine? Nous n'avons jamais discuté de cela. » Ai-je répondu, sentant ma voix trembler malgré moi. Son visage s'est durci. « Écoute, c'est compliqué. Les parents de Céline ont des attentes très précises pour cette journée. Ta présence, disons qu'elle ne cadre pas avec l'image qu'ils veulent donner. Tu comprends? » Non, je ne comprenais pas. Comment un fils pouvait-il dire de telles choses à sa mère? Le Antoine que j'avais élevé, celui qui se blottissait contre moi pendant les orages, qui me lisait fièrement ses rédactions, qui pleurait dans mes bras après son premier chagrin d'amour, cet Antoine-là n'aurait jamais prononcé ces mots. « Je suis ta mère », ai-je dit simplement, comme si ce fait évident pouvait à lui seul résoudre ce malentendu cruel. « Et aujourd'hui, c'est mon mariage », a-t-il répliqué sèchement. « J'ai besoin que tu partes, maman. Ta présence n'est pas nécessaire ici. Les Dubois sont importants pour ma carrière, pour mon avenir. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Comment décrire cette douleur? C'était comme si chaque sacrifice, chaque nuit passée à son chevet quand il était malade, chaque heure supplémentaire travaillée pour payer ses études, tout cela n'avait soudain plus aucune valeur. J'étais devenue un embarras, une tache sur le tableau parfait qu'il voulait peindre. « Je vois », ai-je murmuré, serrant toujours le petit paquet cadeau contre moi. « Et que dois-je faire du cadeau que je t'apportais ?» Un éclair d'intérêt a traversé son regard. « Un cadeau? Tu peux le laisser avec les autres à l'entrée. » J'ai failli lui tendre le paquet, révéler son contenu, lui parler de la maison. Puis quelque chose s'est brisé en moi. Une certitude froide et claire s'est imposée. Cet homme n'était plus mon fils. Pas vraiment, pas dans son cœur. Je le garderai pour une occasion plus appropriée, ai-je répondu avec une dignité retrouvée. J'ai tourné les talons et me suis dirigée vers la sortie, ignorant les regards curieux des invités qui avaient assisté à notre échange. Dans le taxi qui me ramenait à Paris, j'ai sorti mon téléphone. D'où vient cette force quand tout s'effondre? Peut-être de cet instinct de survie qui s'éveille face à l'injustice. D'où venez-vous? Avez-vous déjà ressenti cette douleur si profonde qu'elle en devient presque libératrice? Avez-vous déjà dû prendre une décision qui changerait à jamais le cours de votre vie et celle des personnes que vous aimez malgré tout? Si vous souhaitez connaître la suite de mon histoire, abonnez-vous à Souvenirs de grand-mère. Car ce qui s'est passé ensuite, ce coup de téléphone que j'ai passé sur le chemin du retour, allait déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Les larmes coulaient sur mes joues alors que le taxi s'éloignait du château de Fontainebleau. Je regardais par la fenêtre sans vraiment voir le paysage qui défilait. Comment en étions-nous arrivés là? Quand mon petit garçon était-il devenu cet homme froid et calculateur? Je serrais mon téléphone dans ma main, comme si ce petit objet pouvait me donner la force qui me manquait. Le chauffeur me jetait des regards inquiets dans le rétroviseur. « Tout va bien, madame ?» a-t-il finalement demandé. J'ai essuyé mes larmes d'un revers de main. « Non, mais ça ira », ai-je répondu avec une assurance qui m'a surprise moi-même. C'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision. J'ai composé le numéro de Pascal Lefebvre, mon conseiller à la Crédit Lyonnais depuis plus de 20 ans. Un homme discret et efficace qui avait géré l'héritage secret de mon père avec une loyauté sans faille. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Madame Moreau, c'est inhabituel de vous entendre un samedi », a-t-il dit avec cette politesse formelle qui le caractérisait. « Pascal, j'ai besoin que vous annuliez immédiatement tous les préparatifs concernant l'achat de la maison à Neuilly-sur-Seine. » Un silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. « Êtes-vous certaine, madame? Nous avions presque finalisé le dossier. Le compromis devait être signé lundi. Je n'achèterai plus la maison pour mon fils. » Ai-je déclaré d'une voix qui ne tremblait plus. « Je veux que vous bloquiez ces fonds. J'ai d'autres projets. »« Bien sûr, madame. Puis-je vous demander si tout va bien? »« Non, Pascal, tout ne va pas bien. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je dois faire. » Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de douleur et de libération. Comme si, en renonçant à ce cadeau extravagant, je me libérais aussi du poids des attentes déçues. La route me paraissait maintenant interminable. J'ai demandé au chauffeur de me déposer non pas chez moi, mais au café Les Deux Magots. J'avais désespérément besoin de voir Marguerite,
Le café était bondé en ce samedi après-midi ensoleillé. Des touristes, des étudiants, des intellectuels parisiens. La vie normale continuait pour tous ces gens, ignorant le drame qui se jouait dans mon cœur. J'ai repéré Marguerite à notre table habituelle, près de la fenêtre. Elle lisait, ses lunettes perchées sur le bout de son nez, ses cheveux blancs élégamment coiffés en chignon. En me voyant arriver dans ma robe de cérémonie, son expression est passée de la surprise à l'inquiétude. « Elisabeth, que fais-tu ici? Tu devrais être au mariage d'Antoine. » Je me suis effondrée sur la chaise en face d'elle, incapable de retenir plus longtemps les sanglots qui montaient en moi. Marguerite a fait signe au serveur d'apporter 2 cognacs, puis elle a pris mes mains dans les siennes. « Raconte-moi tout », a-t-elle dit simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Les mots se sont déversés comme un torrent, emportant avec eux les débris de ma dignité blessée. L'humiliation à l'entrée, la table au fond de la salle, le regard méprisant de Jean-Pierre Dubois, et surtout, les paroles cruelles d'Antoine. « Ta présence n'est pas nécessaire. » Ces 5 mots résonnaient dans ma tête comme une sentence. Marguerite m'écoutait sans m'interrompre, son visage reflétant tour à tour la stupéfaction, la colère et la compassion. Quand j'ai terminé mon récit, elle a poussé le verre de cognac vers moi. « Bois, ça ne résoudra rien, mais ça aidera pour le moment. » J'ai avalé une gorgée qui m'a brûlé la gorge. J'ai annulé l'achat de la maison, ai-je confessé. Toutes ces économies, cet héritage, j'allais tout lui donner, Marguerite. Et lui, il me traite comme une étrangère indésirable. « Tu as bien fait », a-t-elle affirmé avec cette franchise qui la caractérisait. « Cet argent est à toi, Elisabeth. C'est ton avenir, ta sécurité. Antoine doit apprendre que la vie a un prix, que les relations humaines ne sont pas des marchandises qu'on jette quand elles ne sont plus utiles. » Le cognac commençait à faire son effet, adoucissant légèrement les contours tranchants de ma douleur. Mais c'est mon fils, Marguerite, mon unique enfant. Comment a-t-il pu changer à ce point? Les gens ne changent pas, ma chérie. Ils révèlent qui ils sont vraiment quand les circonstances le permettent. Antoine a toujours eu cette fascination pour le monde des Dubois, ce besoin d'appartenir à une élite. François le voyait bien. Mon défunt mari avait effectivement tenté de me mettre en garde. Mais l'amour maternel m'avait rendu aveugle. Antoine avait toujours été un enfant ambitieux, déterminé à s'élever socialement. Petit, il refusait déjà d'inviter ses camarades de classe dans notre appartement, préférant les retrouver dans les beaux quartiers. Adolescent, il s'était lié d'amitié avec les fils de diplomates et de médecins célèbres qui fréquentaient son lycée prestigieux. J'avais interprété cette ambition comme une qualité, jamais comme le signe d'une faille plus profonde. « Que vas-tu faire maintenant ?» a demandé Marguerite en remplissant à nouveau nos verres. « Je ne sais pas encore. Rentrer chez moi, pleurer un bon coup, puis recommencer. Vivre pour moi, peut-être. Après tout, à 67 ans, il est peut-être temps. » Marguerite a souri tristement. « François serait d'accord avec toi. Il t'a toujours dit de prendre soin de toi. » Nous sommes restés ainsi, à parler et boire du cognac, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner sur la place Saint-Germain-des-Prés. Les cloches de l'église sonnaient 6 heures quand mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine. « Où es-tu passé? Les photographes veulent faire les photos de famille. » J'ai montré l'écran à Marguerite qui a levé les yeux au ciel. « Maintenant, il a besoin de toi? Pour les apparences, bien sûr. » J'ai éteint mon téléphone sans répondre. Pour la première fois de ma vie, j'ai délibérément choisi de ne pas être disponible pour mon fils. Cette petite rébellion m'a procuré une satisfaction inattendue. En rentrant chez moi ce soir-là, mon appartement m'a semblé différent. Plus silencieux peut-être, mais aussi plus accueillant. J'ai retiré ma robe grise, symbole de cette journée amère, et l'ai rangée au fond de mon placard. Je ne la porterai plus jamais. Puis j'ai pris une longue douche chaude, laissant l'eau emporter les dernières traces de larmes sur mon visage. Enveloppé dans mon vieux peignoir en éponge, j'ai parcouru les pièces de mon appartement comme si je les découvrais pour la première fois. Les livres qui tapissèrent les murs, classiques français, romans anglais, poésie allemande, témoignaient d'une vie intellectuelle riche que j'avais quelque peu négligée ces dernières années. Sur le bureau en acajou, l'ordinateur portable que Sophie, ma nièce, m'avait offert pour Noël et que je n'avais guère utilisé. Dans la cuisine, le service à thé en porcelaine anglaise que François et moi avions acheté lors de notre voyage de noces à Londres, 39 ans plus tôt. Tous ces objets racontaient une histoire, mon histoire, qui ne se résumait pas à être la mère d'Antoine. J'ai réalisé avec une clarté douloureuse que j'avais construit ma vie autour de mon fils, au point d'en oublier qui j'étais vraiment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Assise dans le fauteuil près de la fenêtre, j'ai observé les lumières de Paris s'éteindre une à une. J'ai pensé à François, à ce qu'il aurait dit s'il avait été témoin de cette journée. Il aurait probablement été en colère, lui qui valorisait tant l'honnêteté et le respect. Mais il m'aurait aussi encouragé à transformer cette blessure en opportunité. À l'aube, j'avais pris ma décision. J'ai rallumé mon téléphone pour trouver 7 appels manqués d'Antoine et 2 messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'ai appelé M. Blanchard, l'avocat qui gérait les affaires de notre famille depuis des décennies. « Elisabeth, tout va bien ?» Sa voix trahissait son inquiétude de recevoir un appel si tôt un dimanche matin. « J'ai besoin de vous voir demain à la première heure », ai-je répondu. « Il est temps de modifier mon testament et de discuter de certains investissements. »« Bien sûr. 9 heures dans mon bureau ? Parfait. Et Monsieur Blanchard, merci d'avoir toujours été là pour notre famille. » Après cet appel, je me suis sentie plus légère, comme si j'avais enfin repris le contrôle de ma vie. J'ai préparé du café et me suis installée à mon bureau. Sur une feuille blanche, j'ai commencé à noter mes idées, mes projets, mes rêves oubliés. Enseigner à nouveau? Peut-être. Voyager? Certainement. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de plus important qui germait dans mon esprit. La sonnette de ma porte a retenti vers midi, me tirant de mes réflexions. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir. Antoine se tenait dans le couloir, toujours en costume de mariage, le visage marqué par une nuit sans sommeil et probablement trop d'alcool. « Maman !» a-t-il commencé, un mélange de colère et d'inquiétude dans la voix. « Pourquoi es-tu partie comme ça? Tu n'as pas répondu à mes appels. » J'étais inquiet. Je l'ai regardé longuement, notant les similitudes entre son visage et celui de François. Les mêmes yeux noisettes, le même nez droit. Mais l'expression était différente, froide, calculatrice. Je ne pouvais pas rester là où ma présence n'était pas nécessaire, ai-je répondu calmement, reprenant ses propres mots. « Entre, si tu veux. » Il a hésité, surpris par mon ton détaché, puis m'a suivi dans le salon. Ses yeux ont parcouru rapidement la pièce, s'arrêtant sur les papiers étalés sur mon bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « Mes projets, ma vie. Maman, écoute, je suis désolée pour hier. C'était la pression, le stress du mariage. Les parents de Céline sont compliqués. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je connaissais ce ton, cette façon qu'il avait de présenter des excuses qui n'en étaient pas vraiment. Des justifications, plutôt. Toujours rejeter la faute sur les circonstances, jamais assumer ses propres choix. Je suis sûre que tu ne le pensais pas, ai-je répondu sans conviction. Mais tu l'as dit quand même. Et tu l'as fait. Tu m'as exclu du jour le plus important de ta vie, puis tu m'as humilié devant des étrangers. Ce n'était pas comme ça. Si, Antoine, c'était exactement comme ça. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai annulé l'achat de la maison à Neuilly. Son visage s'est décomposé. Quoi? Mais pourquoi? On en avait discuté et tu avais promis. Les promesses peuvent être rompues, apparemment. Tu m'as appris ça hier. Maman, tu ne peux pas faire ça. Céline et moi, on compte sur cette maison. On a déjà commencé à planifier les travaux, à choisir les meubles. La maison n'était pas un droit, Antoine. C'était un cadeau que je ne peux plus te faire, pas dans ces conditions. Il s'est levé brusquement, la colère déformant ses traits. C'est une punition? Parce que je n'ai pas été le fils parfait à ton mariage? Parce que j'ai osé construire ma propre vie, avec mes propres règles? Non, ai-je répondu avec une sérénité qui m'étonnait moi-même. C'est une leçon, sur la valeur des choses, sur les conséquences de nos choix. Tu ne peux pas me faire ça. Sa voix montait dangereusement. Cet argent, c'est aussi mon héritage. Papa aurait voulu que je l'aie. Ton père aurait voulu que tu sois un homme bon avant d'être un homme riche. Il avait prévu cette possibilité, tu sais. L'héritage est sous mon contrôle exclusif, jusqu'à ce que je juge que tu es prêt à en assumer la responsabilité. Antoine a pâli. Cette information était nouvelle pour lui. François, dans sa sagesse, avait anticipé les faiblesses de notre fils. Alors c'est ça? Tu vas me déshériter parce que j'ai fait une erreur? Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire de cet argent, mais il ne servira pas à acheter une façade de respectabilité pour impressionner des gens qui me méprisent, et qui, par extension, te mépriseraient aussi si tu n'étais pas d'utile à leurs ambitions. Ces paroles ont fait mouche. Antoine savait, au fond de lui, que les Dubois le toléraient plus qu'ils ne l'acceptaient réellement, que sa place dans leur monde était conditionnelle à sa capacité à se conformer à leurs attentes. « Je dois y aller », a-t-il dit sèchement. « Céline m'attend. Nous partons en lune de miel ce soir. Bien sûr, profite de ton voyage. » Il s'est dirigé vers la porte,
puis s'est arrêté, la main sur la poignée. « Tu le regretteras, maman. Cette décision, elle change tout entre nous. Je sais, Antoine, mais tu as changé les règles hier, pas moi. » Après son départ, j'ai ressenti un vide immense, mais aussi, paradoxalement, un sentiment de paix, comme si, en affrontant enfin la vérité sur mon fils, je m'étais libérée d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Le lendemain matin, je me suis rendue au cabinet de M. Blanchard. Le vieil avocat m'a accueilli avec la chaleur d'un ami de longue date. Dans son bureau aux boiseries sombres et aux fauteuils en cuir usé, j'ai exposé mes nouvelles intentions concernant l'héritage de mon père. « Vous êtes certaine de vouloir prendre cette direction, Elisabeth ?» m'a-t-il demandé après m'avoir écoutée attentivement. Plus certaine que je ne l'ai jamais été. Antoine ne va pas accepter cela facilement. Il pourrait contester. « Laissez-le essayer », ai-je répondu avec une détermination tranquille. Les dispositions prises par mon père sont claires, et François a renforcé ses protections dans son propre testament. L'argent m'appartient, et je compte en faire bon usage. Monsieur Blanchard a hoché la tête, un léger sourire aux lèvres. François serait fier de vous voir ainsi. Il s'inquiétait toujours que votre amour pour Antoine ne vous aveugle. L'amour m'a aveuglé, en effet, mais parfois, la douleur nous ouvre les yeux. En sortant du cabinet, j'ai marché jusqu'au jardin du Luxembourg. C'était une journée magnifique, le printemps parisien dans toute sa splendeur. Les enfants jouaient près du bassin, les couples se promenaient main dans la main, les personnes âgées lisaient sur les bancs. La vie continuait, imperturbable. Je me suis assise sur un banc face au palais du Luxembourg, laissant le soleil réchauffer mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec mes décisions. Antoine était parti en lune de miel, ignorant encore le véritable tournant que nos vies allaient prendre. Ignorant surtout qu'une jeune femme était sur le point d'entrer dans ma vie et de tout changer. C'est ce même jour, assise sur ce banc du Luxembourg, que mon téléphone a vibré dans mon sac. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, craignant que ce soit Antoine qui appelait d'un autre téléphone. Madame Moreau, une voix féminine, jeune, hésitante. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, intriguée. Je m'appelle Amélie Dufresne. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai besoin de vous parler. C'est au sujet d'Antoine. Mon cœur s'est serré. Une ancienne petite amie, peut-être? Une collègue avec qui il aurait eu des problèmes? Je vous écoute, ai-je dit, me préparant au pire. Pas au téléphone, s'il vous plaît. Pourrions-nous nous rencontrer? C'est important, vraiment important. Il y avait dans sa voix quelque chose d'urgent, de presque désespéré, qui a éveillé en moi un instinct de protection que je croyais réservé à mon fils. Bien sûr. Quand et où? Demain matin? Au jardin du Luxembourg, près du bassin, à 7 heures? Je sais que c'est tôt, mais je serai là, ai-je promis, poussée par une curiosité mêlée d'appréhension. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, imaginant 1000 scénarios, chacun plus inquiétant que le précédent. Qui était cette Amélie? Que voulait-elle me dire sur Antoine qui ne pouvait être dit au téléphone? L'aube pointait à peine quand je suis arrivée au jardin. Le bassin était désert à 7 heures, les chaises métalliques encore alignées comme des soldats au repos. J'ai repéré une silhouette près de la fontaine Médicis, une jeune femme assise sur un banc qui berçait ce qui semblait être. Mon cœur a manqué un battement. Un bébé. Elle m'a vu approcher et s'est levée, serrant contre elle un petit paquet emmitouflé dans une couverture bleue. Elle était très jeune, peut-être 19 ou 20 ans, avec de grands yeux bruns cernés de fatigue et des cheveux châtains négligemment attachés. Belle, mais visiblement épuisée. « Madame Moreau ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. J'ai hoché la tête, incapable de détacher mon regard du bébé. Une terrible certitude commençait à se former dans mon esprit. Je suis Amélie, et voici Pierre. Elle a légèrement écarté la couverture pour me montrer le visage du nourrisson endormi. Votre petit-fils. Ces 3 mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. Mon petit-fils, le fils d'Antoine. Je me suis assise lourdement sur le banc, les jambes soudain trop faibles pour me porter. Comment? Depuis quand? Les questions se bousculaient dans ma tête. Inarticulée, confuse. Amélie s'est assise à côté de moi, berçant doucement l'enfant. Pierre a 3 mois. Antoine et moi, nous nous sommes rencontrés il y a presque 2 ans. Je travaillais comme serveuse au café près de son bureau. Il venait souvent. On a commencé à se voir. C'était bien, au début. Son regard s'est perdu dans le vague, comme si elle revivait ces moments.
Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Antoine venait juste de se fiancer avec Céline Dubois. Il a paniqué. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas reconnaître l'enfant, que ça ruinerait sa carrière, son mariage, tout ce qu'il avait construit. Une colère sourde montait en moi. Comment mon fils avait-il pu agir ainsi? Il vous a abandonné? Avec un bébé? Elle a secoué la tête, ses yeux se remplissant de larmes. C'est pire que ça. Antoine et Céline, ils ont élaboré un plan. Ils m'ont présenté à un médecin, un ami de la famille Dubois. Il devait surveiller ma grossesse. À 6 mois, il m'a annoncé que j'avais perdu le bébé. J'ai porté une main à ma bouche, horrifiée. Mais comment? C'était un mensonge, a-t-elle continué, sa voix à peine audible. Il voulait me faire croire que j'avais perdu l'enfant pour que je ne les dérange plus. Le médecin m'a fait une échographie truquée. Il a prétendu que le cœur du bébé ne battait plus. Ils m'ont programmé ce qu'ils appelaient un curetage. Mais la veille de l'intervention, une infirmière, une femme avec une conscience, m'a prise à part. Elle m'a dit que c'était un mensonge, que mon bébé allait parfaitement bien. Elle risquait son emploi pour me le dire. Pierre s'est agité dans ses bras, ouvrant brièvement ses yeux, des yeux noisettes identiques à ceux d'Antoine, à ceux de François. J'ai fui, a poursuivi Amélie. J'ai quitté Paris, je suis retournée chez ma grand-mère à Lyon. C'est là que Pierre est né. Mais Antoine a continué à me harceler, à exiger de savoir où j'étais. Je ne lui ai jamais dit que je savais la vérité. Je prétendais simplement avoir besoin de temps après la perte du bébé. Et maintenant? Pourquoi venir me voir aujourd'hui? Elle a sorti de son sac un dossier qu'elle m'a tendu d'une main tremblante. Hier, j'ai reçu ces documents par courrier. C'est une proposition d'arrangement financier signée par un avocat représentant Antoine et Céline. Ils m'offrent une somme d'argent en échange de mon silence définitif et de mon déménagement hors de France. La lettre mentionne qu'ils démarrent une nouvelle vie dans leur maison de Neuilly et ne veulent pas être importunés par le passé. J'ai parcouru les documents, le cœur lourd. Tout était là, noir sur blanc. Le montant proposé, considérable mais insuffisant pour élever un enfant, l'exigence de quitter le pays, la clause de confidentialité absolue. Antoine n'avait rien laissé au hasard. Et cette mention de la maison de Neuilly, la maison que je devais acheter qui faisait partie de ce plan odieux. Ils ne savent pas que Pierre existe, n'est-ce pas? Ai-je demandé, comprenant soudain l'ampleur de la situation. Non, ils croient que j'ai perdu le bébé, ou plutôt qu'on m'a fait croire que je l'avais perdu. Pierre est un fantôme pour eux, un problème résolu. Le bébé s'est réveillé complètement, poussant de petits gazouillis. Sans réfléchir, j'ai tendu les bras. Amélie, après une brève hésitation, m'a confié son fils, mon petit-fils. En le tenant contre moi, en sentant son petit corps chaud et son odeur de lait, quelque chose s'est brisé en moi. Une digue retenant des années de déception et d'illusion sur qui était vraiment mon fils. Pourquoi me raconter tout cela? Ai-je demandé doucement, berçant Pierre qui me fixait de ses grands yeux curieux. Parce que vous êtes sa grand-mère, a répondu simplement Amélie. Parce que j'ai pensé que vous aviez le droit de savoir. Et aussi, elle a baissé les yeux, embarrassée. J'ai besoin d'aide. Pas d'argent, mais de conseils. Je ne sais pas quoi faire. Je refuse leur offre, bien sûr. Mais après, Antoine est puissant maintenant, avec sa nouvelle famille. J'ai peur qu'ils essaient de m'enlever Pierre si je reste. Ou pire, j'ai regardé ce petit visage innocent, ce mélange parfait des traits de mon fils et de cette courageuse jeune femme. Comment Antoine avait-il pu rejeter son propre enfant? Comment avait-il pu orchestrer un tel mensonge? La réponse était douloureusement claire. Le même homme capable de rejeter sa mère le jour de son mariage était capable de renier son propre fils. « Amélie » ai-je dit avec une détermination nouvelle. « Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Vous n'êtes plus seul dans cette situation. Je suis là maintenant. Et je vous promets que ni Antoine, ni les Dubois, ni personne ne vous séparera de votre fils. » Mais comment? Ils ont tant de pouvoir, tant d'influence. J'ai souri, sentant une force ancienne se réveiller en moi. La force d'une mère protégeant sa famille, sa vraie famille. Ils ont peut-être de l'influence, mais j'ai quelque chose de plus puissant, la vérité. Et maintenant, j'ai aussi un objectif clair. Ce matin-là, Amélie m'a raconté toute son histoire. Comment elle avait rencontré Antoine, comment il l'avait séduite avec des promesses d'amour et d'avenir, puis abandonné dès que sa relation avec Céline était devenue sérieuse. Comment il avait d'abord nié être le père, puis avait prétendu accepter la situation avant de mettre en place ce plan monstrueux avec la complicité des Dubois et de leurs médecins véreux.
Nous avons quitté le jardin pour nous rendre dans un petit café discret. Pierre dormait maintenant paisiblement dans mes bras, comme s'il savait instinctivement qu'il était en sécurité. « Où vivez-vous actuellement ?» ai-je demandé à Amélie. « Dans une petite chambre de bonne à Montmartre. C'est tout ce que je peux me permettre. J'essaie de reprendre mes études à distance, mais avec Pierre, c'est terminé. » ai-je dit fermement. « Vous allez venir vivre chez moi. Mon appartement est bien assez grand pour nous trois. » Ses yeux se sont agrandis de surprise. « Madame Moreau, je ne peux pas accepter. Elisabeth, ai-je corrigé doucement. Appelez-moi Elisabeth. Et ce n'est pas une offre, c'est une décision. Pour Pierre, pour vous, et pour moi aussi. J'ai compris à cet instant précis ce que je devais faire de l'héritage de mon père. Cet argent que j'avais failli gaspiller pour satisfaire les ambitions superficielles d'Antoine allait maintenant servir une cause bien plus noble. Nous sommes retournés à Montmartre pour récupérer les affaires d'Amélie et de Pierre. Sa chambre était en réalité un réduit minuscule sous les toits, à peine assez grand pour un lit et un berceau improvisé. Malgré l'exiguïté et la pauvreté des lieux, tout était impeccablement propre, et Pierre avait visiblement reçu tous les soins possibles. « Vous avez fait des miracles avec si peu », ai-je murmuré, émue par les efforts évidents de cette jeune mère. « J'ai fait ce que j'ai pu », a-t-elle répondu simplement. Il nous a fallu moins d'une heure pour rassembler leurs maigres possessions. Un taxi nous a conduites à Saint-Germain-des-Prés, où mon concierge, M. Laurent, nous a accueillis avec un regard curieux mais discret. « De la famille, Madame Moreau ?» a-t-il demandé en voyant le bébé. « Oui, Laurent, ma famille. » L'appartement, qui m'avait semblé si vide la veille, s'est soudain rempli de vie. Les gazouillis de Pierre résonnaient dans le salon. Les affaires d'Amélie trouvaient naturellement leur place dans la chambre d'amis que j'avais toujours gardée prête pour Antoine lors de ses rares visites. Ce soir-là, après avoir installé Pierre dans un berceau improvisé, Amélie et moi nous sommes assises dans la cuisine. Je lui ai préparé une omelette aux fines herbes. Elle semblait ne pas avoir mangé correctement depuis des jours. « J'ai appelé M. Blanchard pendant que vous installiez Pierre. » lui ai-je annoncé. « C'est mon avocat, un homme de confiance. » Elle a posé sa fourchette, soudain inquiète. « Que lui avez-vous dit ?»« Tout, et il nous aidera. Demain, nous irons ensemble à son cabinet. Nous allons établir la filiation de Pierre légalement, avec des tests ADN si nécessaire. Antoine ne pourra pas nier sa paternité. Mais s'il refuse le test, il existe des moyens légaux de l'y contraindre. Et nous avons déjà assez de preuves écrites dans cette proposition d'arrangement qu'ils vous ont envoyée. Leurs propres mots les condamnent. J'ai pris sa main dans la mienne. Elle était si jeune, si vulnérable, et pourtant si forte. Amélie, écoutez-moi. Ce que mon fils vous a fait est impardonnable. Mais vous n'êtes plus seule maintenant. Je vais utiliser toutes les ressources dont je dispose pour vous protéger, vous et Pierre. Pourquoi ? A-t-elle demandé, les larmes aux yeux. Pourquoi m'aidez-vous ainsi ? Je détruis le mariage de votre fils, sa réputation. Non, ai-je répondu fermement. C'est lui qui a détruit son propre mariage, sa propre réputation, par ses choix, ses mensonges. Vous avez fait preuve d'un courage immense en protégeant votre enfant, en refusant leur argent sale, en venant me trouver. Et Pierre est innocent dans tout cela. Il mérite une famille qui l'aime, qui le protège. Il mérite de connaître sa grand-mère. Or, cette nuit-là, je me suis réveillée plusieurs fois, alertée par les pleurs de Pierre. Chaque fois, j'ai trouvé Amélie déjà à son chevet, le berçant, lui parlant doucement. Une fois, nos regards se sont croisés dans la pénombre, et j'ai vu dans ses yeux la même détermination que je sentais grandir en moi. Au matin, une décision était prise. Je savais exactement comment utiliser l'héritage de mon père, comment répondre à la trahison d'Antoine, et comment protéger ce nouvel avenir qui s'ouvrait devant nous. Monsieur Blanchard nous a reçus dans son bureau à 9 heures précises. Son expression n'a pas trahi la moindre surprise lorsqu'il a vu Pierre. Il s'est contenté d'incliner légèrement la tête, comme pour saluer l'évidence même. « J'ai étudié les documents que vous m'avez envoyés hier soir », nous a-t-il dit après les présentations. Cette proposition d'arrangement est en soi une preuve de reconnaissance implicite de la situation. Ils se sont piégés eux-mêmes. « Que proposez-vous » ai-je demandé, tenant Pierre sur mes genoux pendant qu'Amélie prenait des notes. Une approche en 2 temps. D'abord, sécuriser l'avenir de Pierre et d'Amélie légalement et financièrement. Ensuite, décider comment gérer la situation d'Antoine. Il a déployé devant nous un plan précis, méthodique, établissement de la filiation, demande de pension alimentaire, protection juridique contre toute tentative d'intimidation. Tout était prévu. Et pour l'héritage,
ai-je demandé. Je veux modifier mes dispositions testamentaires. Immédiatement. C'est déjà en cours selon vos instructions d'hier. Mais êtes-vous certaine de vouloir aller aussi loin? Plus certaine que jamais. J'ai regardé Pierre qui jouait avec mon collier de perles, innocent et parfait. L'argent de mon père servira à créer une fondation pour les mères célibataires et les enfants abandonnés. Une structure qui aidera des femmes comme Amélie à se reconstruire, à étudier, à élever leurs enfants dignement, et Pierre sera l'un des principaux bénéficiaires de cette fondation, avec un trust qui financera son éducation et son avenir. Amélie a étouffé un sanglot. Je ne sais comment vous remercier. Ne me remerciez pas? Remerciez Pierre. C'est lui qui m'a ouvert les yeux, qui m'a montré le chemin à suivre. En quittant le cabinet de M. Blanchard, une idée nouvelle a germé dans mon esprit. Une idée audacieuse, peut-être folle, mais nécessaire. Connaissez-vous Lucien Renaud? Ai-je demandé soudainement à Amélie alors que nous marchions le long de la Seine. Non. Qui est-ce? Un ami de François, un ancien journaliste d'investigation. Il travaille maintenant comme consultant pour plusieurs médias, et il me doit une faveur. Vous pensez à une conférence de presse, pas pour exposer Antoine publiquement, bien qu'il le mériterait, mais pour annoncer la création de notre fondation, pour donner un visage, une voix à toutes ces femmes silencieuses, ces enfants invisibles. Amélie s'est arrêtée, me regardant avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Vous êtes sûre? Ce sera très public. C'est précisément ce dont nous avons besoin. La lumière est le meilleur désinfectant, comme disait François. Et cette fondation a besoin de visibilité pour accomplir sa mission. Nous avons continué notre promenade, discutant des détails de ce projet fou, mais nécessaire. Pierre s'était endormi dans sa poussette de fortune, ignorant encore qu'il était devenu le catalyseur d'un changement profond dans nos vies. Ce soir-là, alors qu'Amélie donnait le bain à Pierre dans la salle de bain attenante à ma chambre, j'ai reçu un message d'Antoine. « Maman, nous sommes arrivés à Santorin. La maison à Neuilly est-elle confirmée? L'agence a besoin d'une réponse urgente. » J'ai fixé l'écran, incrédule devant tant d'inconscience, tant d'égoïsme. Puis j'ai éteint mon téléphone sans répondre. Antoine découvrirait bien assez tôt que sa vie soigneusement planifiée s'était effondrée comme un château de cartes. Dans la pièce voisine, j'entendais les éclaboussures et les rires de Pierre, les murmures tendres d'Amélie. Une nouvelle famille prenait forme sous mon toit, inattendue, mais déjà précieuse. Et je savais, avec une certitude absolue, que François aurait approuvé, que mon père aurait été fier de voir son héritage servir cette cause. La véritable vengeance ne serait pas de punir Antoine, mais de créer quelque chose de beau et de significatif à partir de sa trahison, de transformer sa cruauté en une force positive pour des centaines de femmes et d'enfants dans des situations similaires. Le petit Pierre, avec ses yeux confiants et son sourire innocent, méritait rien de moins. Une semaine s'est écoulée depuis l'arrivée d'Amélie et de Pierre dans ma vie, une semaine de changements profonds, d'adaptation, de plans élaborés dans l'urgence, mais avec méthode. Chaque matin, je me réveillais au son des gazouillis de Pierre, et ce simple fait suffisait à me donner l'énergie nécessaire pour affronter ce qui nous attendait. J'ai contacté Lucien Renaud, comme je l'avais prévu. À 72 ans, il restait une force de la nature. Un journaliste respecté dont l'intégrité n'avait jamais faibli. François et lui avaient été collègues pendant 20 ans au Figaro, couvrant ensemble les grands événements politiques des années 80 et 90. Quand je lui ai exposé notre situation, omettant certains détails par discrétion, il a immédiatement compris l'importance de notre démarche. « Une conférence de presse, Elisabeth? Tu es sûre de vouloir t'exposer ainsi ?» m'a-t-il demandé, sincèrement préoccupé. « Absolument certaine, » ai-je répondu. « Ce n'est pas pour moi, Lucien. C'est pour toutes ces femmes qui vivent dans l'ombre, manipulées, abandonnées. C'est pour leurs enfants. » Il a hoché la tête, son regard s'attardant sur Pierre qui dormait paisiblement dans son berceau improvisé. « François serait fier de toi, tu sais. Il a toujours dit que tu étais la plus forte de vous deux. Il se trompait. Mais peut-être que maintenant, je suis enfin à la hauteur de ce qu'il voyait en moi. » Lucien a mobilisé ses contacts avec une efficacité remarquable. En 3 jours, tout était organisé. La salle de conférence au prestigieux Presse Club de France, la liste des journalistes invités, le communiqué de presse annonçant la création d'une nouvelle fondation pour les mères célibataires et les enfants abandonnés. Nous avions délibérément évité de mentionner mon nom de famille complet, me présentant simplement comme Elisabeth M., ancienne professeure de littérature.
Une précaution qui ne tiendrait pas longtemps, bien sûr, mais qui nous donnait un peu de temps. Pendant ce temps, M. Blanchard travaillait d'arrache-pied sur les aspects juridiques de notre projet. La Fondation Nouveau Départ prenait forme sur le papier, avec des statuts clairs, une mission bien définie et une structure de gouvernance solide. J'en serais la présidente, avec un conseil d'administration composé de juristes, de travailleurs sociaux et de femmes ayant elles-mêmes vécu des situations similaires à celles d'Amélie. La veille de la conférence de presse, alors que nous finalisions les derniers détails dans mon salon transformé en quartier général improvisé, mon téléphone a sonné. Antoine. Je l'avais délibérément ignoré depuis notre dernière conversation, laissant ces messages sans réponse. Cette fois, pourtant, j'ai décroché. « Maman, enfin, j'essaie de te joindre depuis des jours. » Sa voix trahissait son irritation. « L'agence immobilière m'a appelé. Ils disent là que tu as annulé tous les rendez-vous, que tu ne réponds plus à leurs appels. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris une profonde inspiration, consciente qu'Amélie et Lucien m'observaient avec inquiétude. « Bonjour Antoine. Oui, j'ai annulé l'achat de la maison, comme je te l'avais dit. Cette décision est définitive. Mais pourquoi? On en a besoin pour notre retour. Tout est prévu, les déménageurs, les travaux. Je suis désolée que tes plans soient contrariés, ai-je répondu, surprise par mon propre calme. Mais j'ai décidé d'utiliser cet argent différemment, pour une cause qui me tient à cœur. Un silence, puis une explosion de colère. Une cause? Quelle cause pourrait être plus importante que ta propre famille, que ton propre fils? J'ai regardé Pierre qui jouait sur le tapis, sous le regard attentif d'Amélie. Justement, Antoine, il s'agit de famille, de responsabilité, de faire ce qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles par énigme maintenant. Tu comprendras très bientôt. Profite de ta lune de miel, Antoine. Les choses seront différentes à ton retour. J'ai raccroché malgré ses protestations, le cœur battant mais l'esprit clair. Lucien m'a souri avec approbation. Tu as toujours eu cette force en toi, Elisabeth. François le savait. Le jour de la conférence de presse est arrivé avec une rapidité déconcertante. J'avais passé une nuit agitée, réveillée par des doutes, des craintes, mais aussi par une conviction grandissante que nous faisions ce qui était juste. Au petit matin, Amélie est entrée dans ma chambre, Pierre dans les bras. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» m'a-t-elle demandé, son jeune visage marqué par l'inquiétude. « On pourrait trouver une autre solution, moins publique. » J'ai tendu les bras pour prendre Pierre, qui m'a gratifié d'un de ses sourires édentés. Ces sourires qui, en une semaine à peine, étaient devenus essentiels à mon bonheur. « Non, Amélie, la discrétion est l'allié des puissants, pas des justes. Ce que mon fils t'a fait, ce qu'il a essayé de faire à Pierre. Ce n'est pas seulement votre histoire, c'est un schéma qui se répète pour tant de femmes, tant d'enfants. Nous devons le briser, publiquement. » Elle a hoché la tête, puis m'a surprise en se penchant pour m'embrasser sur la joue. « Merci, pour tout. Nous nous sommes préparés avec soin. J'ai choisi une tenue sobre mais élégante, un tailleur bleu marine que François aimait particulièrement. Amélie a habillé Pierre de sa plus belle barboteuse, un cadeau que je lui avais fait 2 jours plus tôt. Monsieur Blanchard devait nous retrouver directement au Presse Club, avec tous les documents nécessaires. Le trajet en taxi a été silencieux, chacune perdue dans ses pensées. Je me demandais si Antoine regardait la télévision à Santorin, s'il suivrait en direct l'effondrement de sa façade soigneusement construite. Une part de moi, la mère qui persistait malgré tout, souffrait de lui infliger cela. Mais la femme que j'étais devenue, cette nouvelle Élisabeth réveillée par la trahison et fortifiée par la présence de Pierre, savait que c'était nécessaire. Le Presse Club était bondé quand nous sommes arrivés. Lucien avait fait un travail remarquable. Des journalistes de tous les grands médias français étaient présents, ainsi que quelques correspondants étrangers. Monsieur Blanchard nous attendait dans une petite salle adjacente, accompagné d'une jeune avocate spécialisée dans les droits des femmes qu'il avait recrutée pour notre cause. « Tout est prêt », nous a-t-il assuré. Les documents de la Fondation, les communiqués, tout. Mais, Elisabeth, êtes-vous certaine de vouloir présenter Amélie et Pierre? Ce sera irréversible. C'est déjà irréversible, ai-je répondu. Du moment où Amélie m'a montré Pierre, où j'ai vu le visage de mon petit-fils, tout a changé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. À 11 heures précises, nous sommes entrés dans la salle de conférence. Les flashs des appareils photos nous ont accueillis, éblouissants, intimidants. Pierre, surpris par le bruit et la lumière, a commencé à pleurer. Amélie l'a bercé doucement,
lui murmurant des paroles apaisantes. Ce simple geste maternel, capturé par les caméras, allait devenir l'image emblématique de notre cause. Lucienne a pris place à la tribune pour nous présenter brièvement, puis m'a cédé la parole. Debout devant ce parterre de journalistes, j'ai senti une étrange sérénité m'envahir. Les mots que j'avais préparés avec tant de soin me sont venus naturellement. Bonjour à tous. Je m'appelle Elisabeth Moreau. J'ai été professeure de littérature pendant 40 ans au lycée Henri IV. Je suis veuve de François Moreau, qui a été journaliste au Figaro pendant 3 décennies, et je suis ici aujourd'hui pour annoncer la création de la Fondation Nouveau Départ, dédiée aux mères célibataires et aux enfants abandonnés ou reniés par leur père. J'ai marqué une pause, laissant mes paroles pénétrer l'assistance. Cette fondation, dotée d'un capital initial de 3 millions d'euros provenant de mon patrimoine personnel, aura pour mission d'offrir un soutien juridique, financier et psychologique à ces femmes et ces enfants. Elle financera également des bourses d'études pour permettre à ces mères de poursuivre leur formation, de construire leur carrière, de s'épanouir malgré l'abandon dont elles ont été victimes. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Je sentais leur intérêt, mais aussi leur perplexité. Pourquoi cette femme âgée, apparemment privilégiée, s'engageait-elle soudain dans cette cause? Vous vous demandez sans doute ce qui m'a poussée à créer cette fondation. La réponse est simple et douloureuse à la fois. Elle se trouve ici même, dans cette salle. J'ai fait signe à Amélie de me rejoindre à la tribune. Elle s'est avancée, Pierre dans les bras, le visage pâle mais déterminé. Je vous présente Amélie Dufresne et son fils, Pierre-François Moreau, mon petit-fils. Un murmure a parcouru l'assistance. Quelques journalistes, plus perspicaces ou mieux informés que les autres, ont échangé des regards entendus. Pierre est né il y a 3 mois. Son père, mon fils unique, a non seulement refusé de le reconnaître, mais a orchestré un plan odieux pour faire croire à Amélie qu'elle avait perdu son bébé. Un médecin complice a falsifié des examens, prétendu que le cœur de Pierre ne battait plus. Tout cela pour que mon fils puisse se marier tranquillement avec une jeune femme de bonne famille, sans être encombré par un enfant né d'une précédente relation. Les exclamations de stupeur et d'indignation ont fusé dans la salle. Les questions ont commencé à fuser, mais j'ai levé la main pour les contenir. Je ne suis pas ici pour exposer publiquement mon fils, bien que ses actions méritent d'être condamnées. Je suis ici pour Pierre, pour Amélie et pour toutes les femmes qui vivent des situations similaires dans le silence et la honte. Des situations créées par des hommes qui refusent d'assumer leurs responsabilités, qui préfèrent l'apparence à la vérité, la facilité à l'honneur. Amélie a pris la parole à son tour, sa voix d'abord hésitante puis de plus en plus assurée. Elle a raconté son histoire, sa rencontre avec Antoine, sa grossesse, les mensonges, la fuite, la naissance de Pierre dans la solitude et la peur. Son récit, dépourvu de colère mais empreint d'une douleur palpable, a ému l'assistance aux larmes. « Je ne demande pas la charité », a-t-elle conclu. « Je demande justice, pour mon fils, pour moi-même et pour toutes celles qui n'ont pas la chance d'avoir une Elisabeth dans leur vie. » Monsieur Blanchard a ensuite détaillé les aspects juridiques et financiers de la Fondation. Comment elle fonctionnerait? Qui pourrait en bénéficier? Quels seraient ses objectifs à court et long terme? Les questions des journalistes ont fusé, précises, parfois incisives. Certains s'intéressaient à l'identité du père de Pierre, mon fils, Antoine Moreau, jeune financier prometteur récemment marié à Céline Dubois, fille d'une famille influente. D'autres voulaient savoir si des poursuites judiciaires étaient envisagées contre le médecin complice. D'autres encore s'interrogeaient sur mes motivations profondes, sur ce mélange de justice sociale et de drame familial. J'ai répondu avec une honnêteté tranquille, ni accusatrice ni vengeresse, mais ferme sur les principes qui m'animaient. À un journaliste qui me demandait si j'avais conscience de détruire la vie de mon fils par cette révélation publique, j'ai simplement répondu « Mon fils a fait ses choix, des choix qui ont failli détruire la vie d'Amélie et de Pierre. Je fais les miens aujourd'hui, des choix qui, j'espère, contribueront à construire leur avenir et celui de nombreuses autres familles. » La conférence de presse s'est achevée dans une atmosphère électrique. Les journalistes se sont précipités vers leur rédaction, leur téléphone, pour diffuser l'information. Avant même que nous quittions le bâtiment, les premières alertes apparaissaient sur les sites d'information. Scandale. Un jeune financier accusé d'avoir voulu faire disparaître son enfant, une grand-mère crée une fondation pour dénoncer l'abandon paternel, affaire Moreau-Dubois, la face cachée d'un mariage mondain. Lucien nous a escortés jusqu'à un taxi
nous protégeant des questions supplémentaires des journalistes retardataires. « Ça va aller » m'a-t-il demandé, sincèrement inquiet. « Ça va aller » ai-je confirmé, serrant la main d'Amélie qui berçait Pierre endormi. C'était nécessaire. De retour à l'appartement, nous avons été accueillis par Marguerite, qui avait suivi la conférence de presse en direct à la télévision. Elle nous attendait avec du thé chaud et des paroles réconfortantes. « Tu as été magnifique, Elisabeth. Digne, forte. Juste ce qu'il fallait. François aurait été si fier. » Nous nous sommes installés dans le salon, épuisés mais soulagés. L'épreuve la plus difficile était derrière nous. Maintenant commençait le véritable travail. Construire cette fondation, en faire une force positive malgré les circonstances douloureuses de sa naissance. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner cet après-midi-là. Des amis, d'anciens collègues, des parents d'élèves qui m'avaient reconnu, tous exprimant leur soutien, leur admiration parfois. J'ai laissé la plupart des appels sans réponse, préférant ce moment de calme avec Amélie, Pierre et Marguerite. Puis, vers 18h, l'appel que j'attendais et redoutais à la fois. Antoine. J'ai hésité, puis j'ai décroché, mettant le téléphone en haut-parleur pour qu'Amélie puisse entendre. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Sa voix tremblait de rage et d'incrédulité. « Une conférence de presse ? Ma vie est ruinée. Les Dubois sont furieux. Céline menace de demander l'annulation du mariage. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je me rends compte de ce que tu as fait, Antoine. » ai-je répondu calmement. À Amélie, à Pierre, à ta propre conscience. Ce bébé. C'est un mensonge ? Je ne suis même pas sûre qu'il soit de moi. Elle m'a piégée, cette fille. Et toi ? Tu tombes dans le panneau. Amélie a pâli, ses mains se crispant sur le berceau de Pierre. J'ai senti une colère froide monter en moi. Arrête, Antoine. Les tests ADN sont déjà en cours. Mais même sans cela, il suffit de regarder Pierre pour voir ton visage, les yeux de ton père. Tu le saurais si tu avais eu le courage de le voir ne serait-ce qu'une fois. Tu n'avais pas le droit. Sa voix s'est brisée. Cette fondation, c'est mon héritage que tu donnes à des étrangers. Non, Antoine. L'héritage dont je dispose est celui de mon père, pas le tien. Il me l'a confié avec une condition, que je l'utilise pour faire le bien. Pendant des années, j'ai cru que te l'offrir était la bonne chose à faire. Je me trompais. Un silence, puis sa voix s'est faite menaçante. Je vais contester tout ça, légalement. Tu n'as pas le droit de créer cette fondation avec l'argent de notre famille. Fais ce que tu crois devoir faire. Monsieur Blanchard t'expliquera les implications légales de tes choix passés, notamment cette proposition d'arrangement financier que tu as fait envoyer à Amélie pour acheter son silence et l'exiler. Un autre silence, plus long. « Je rentre demain », a-t-il finalement annoncé. « On réglera ça face à face. Je serai là, avec ton fils. » J'ai raccroché, le cœur lourd mais l'esprit en paix. La confrontation qui s'annonçait serait douloureuse, mais nécessaire. Pour Antoine aussi, peut-être. Une chance de retrouver son humanité, sa conscience, si tant est qu'il en ait encore la capacité. Amélie m'a regardée avec des yeux pleins de gratitude et d'inquiétude mêlées. « Je suis désolée de vous imposer tout ça », a-t-elle murmuré. « Tu ne m'imposes rien », ai-je répondu en prenant sa main. « Tu m'as offert une seconde chance. Une chance de faire ce qui est juste, de corriger les erreurs que j'ai commises en élevant Antoine, une chance de connaître Pierre, d'être vraiment une grand-mère. Cette nuit-là, alors que l'appartement s'était enfin calmé, que Pierre dormait paisiblement et qu'Amélie s'était retirée dans sa chambre, je me suis assise à mon bureau pour écrire une lettre à François. Une habitude que j'avais prise après sa mort, une façon de maintenir notre dialogue, de partager avec lui les moments importants de ma vie. « Mon cher François », ai-je écrit, « aujourd'hui, j'ai fait ce que tu m'aurais encouragé à faire. J'ai choisi la vérité plutôt que les apparences, la justice plutôt que le confort. J'ai peut-être perdu un fils, mais j'ai gagné un petit-fils. Et quelque part au milieu de cette tempête, je me suis retrouvée moi-même. Dehors, Paris s'endormait sous un ciel étoilé. Une nouvelle journée nous attendait demain, avec son lot de défis et d'espoir. Une nouvelle vie commençait pour nous tous. L'aube s'est levée sur une journée qui resterait gravée dans ma mémoire. J'ai été réveillée par les pleurs de Pierre, comme chaque matin depuis une semaine. Ce son, qui aurait pu être agaçant pour certains, était devenu pour moi la plus douce des mélodies. Je me suis levée, enfilant ma robe de chambre, et me suis dirigée vers la chambre d'Amélie. Elle était déjà debout, berçant Pierre tout en préparant son biberon. « Vous avez réussi à dormir ?» m'a-t-elle demandé, des cernes violets soulignant ses grands yeux inquiets. « Un peu » ai-je menti, ne voulant pas l'inquiéter davantage.
La vérité était que j'avais passé la nuit à anticiper l'arrivée d'Antoine, à préparer mentalement chaque mot, chaque argument. Notre conférence de presse avait fait l'effet d'une bombe. Tous les journaux en parlaient, toutes les chaînes d'information diffusèrent notre histoire. Le scandale Moreau-Dubois, comme ils l'appelaient déjà. Des photos d'Antoine et Céline à leur mariage côtoyaient celles d'Amélie tenant Pierre dans ses bras lors de notre annonce. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'opulence ostentatoire d'une cérémonie au château de Fontainebleau, de l'autre, la simplicité digne d'une jeune mère tenant son enfant, entourée du soutien de sa nouvelle famille. Marguerite est arrivée vers 9 heures, les bras chargés de viennoiseries et de journaux. Son soutien indéfectible était ma bouée de sauvetage dans cette tempête. Elle a déposé un baiser sur ma joue, puis s'est précipitée vers Pierre pour le couvrir de câlins. Le petit prince est réveillé. Viens voir tante Marguerite, mon trésor. Malgré l'angoisse de la journée à venir, nous avons partagé un petit déjeuner presque joyeux. Une famille improvisée, unie par les circonstances, mais déjà profondément liée par l'affection. Marguerite racontait des anecdotes sur François et moi, faisant rire Amélie aux éclats. Pierre, sensible à l'atmosphère, gazouillait avec enthousiasme. À 11 heures précises, la sonnette de l'appartement a retenti. Nous nous sommes figés, le temps suspendu dans l'expectative. Marguerite a pris Pierre dans ses bras et s'est retirée dans la chambre d'Amélie, comme nous l'avions convenu. Amélie est restée assise dans le salon, droite et digne malgré sa pâleur. J'ai respiré profondément et me suis dirigée vers la porte. Antoine se tenait dans le couloir, le visage ravagé par la colère et l'épuisement. Il avait dû prendre le premier avion depuis Santorin, sans prendre le temps de se changer. Il portait encore sa tenue de vacances, un polo froissé et un bermuda incongruent sous le ciel gris parisien. Derrière lui, Céline, tout aussi défaite, enveloppée dans un manteau beige malgré la douceur de la journée, comme pour se protéger. « Entre », ai-je dit simplement, m'écartant pour les laisser passer. Antoine a pénétré dans l'appartement comme un ouragan, les yeux cherchant immédiatement Amélie. Quand il l'a vue, assise calmement dans le salon, il s'est figé un instant, décontenancé par sa présence réelle, comme si, jusqu'à ce moment, il avait pu se convaincre qu'elle n'était qu'une invention, un cauchemar dont il finirait par se réveiller. « Toi » a-t-il explosé. « Comment as-tu osé nous détruire ainsi, mentir, manipuler ma mère ?» Amélie n'a pas scié, soutenant son regard avec une dignité impressionnante. « Je n'ai pas menti, Antoine. Pas une seule fois, contrairement à toi. »« Asseyez-vous » ai-je interrompu, désignant le canapé. « Tous les deux. Nous avons beaucoup à discuter et ce sera fait dans le calme et le respect. » À ma grande surprise, ils ont obéi. Peut-être était-ce l'autorité naturelle que j'avais développée pendant 40 ans d'enseignement, ou peut-être simplement le choc de la situation. Je me suis assise face à eux, Amélie à mes côtés. « Où est l'enfant ?» a demandé Céline, parlant pour la première fois. Sa voix trahissait un mélange de dégoût et de curiosité. « Pierre est avec ma meilleure amie, dans la chambre. Vous le verrez quand, et si, je juge que c'est approprié. » Antoine a laissé échapper un rire amer. « Pierre, tu lui as donné le prénom de grand-père ? Et François comme deuxième prénom, » a confirmé Amélie doucement. « En hommage à ton père, j'ai pensé que c'était important qu'il connaisse ses racines, même si son père les reniait. Ces mots ont fait mouche. » Antoine a détourné le regard, visiblement touché malgré sa colère. « Écoutez-moi bien tous les deux, » ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. Ce qui s'est passé est inexcusable. Pas seulement l'abandon d'Amélie et de l'enfant, bien que ce soit déjà impardonnable, mais ce plan délibéré pour lui faire croire qu'elle avait perdu son bébé. Cette cruauté calculée, cette manipulation psychologique, ce n'était pas comme ça, a protesté Antoine, mais sans conviction. Le docteur Mercier a dit que ce serait plus facile pour elle de croire à une fausse couche qu'à un abandon. Plus humain. Plus humain ? J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai contenue. Faire croire à une femme que son enfant est mort alors qu'il vit et grandit en elle ? La priver de la joie de sa grossesse, de la préparation à l'accouchement ? La traumatiser à vie avec un deuil fictif ? C'est ça, ton idée de l'humanité ? Céline a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. Antoine a passé une main nerveuse dans ses cheveux. « Nous étions désespérés, » a murmuré Céline. « Mon père, il n'aurait jamais accepté ce mariage si vous aviez assumé vos responsabilités, » ai-je complété. « Si vous aviez fait preuve d'honnêteté et de courage ?» Un silence pesant s'est installé. J'ai poursuivi, déterminé à aller jusqu'au bout.
Voici ce qui va se passer maintenant. Monsieur Blanchard a préparé tous les documents nécessaires pour établir officiellement la paternité d'Antoine. Des tests ADN sont en cours, bien que quiconque ayant vu Pierre et connaissant notre famille puisse témoigner de la ressemblance frappante. Antoine, tu vas reconnaître ton fils. Tu vas contribuer financièrement à son éducation, à hauteur de tes moyens, qui sont considérables, je le sais. Et si je refuse? A-t-il défié, redressant le menton. Alors les tribunaux t'y contraindront. La proposition d'arrangement que tu as envoyée à Amélie constitue déjà une reconnaissance implicite. Le docteur Mercier, confronté aux preuves et à la menace d'une radiation de l'ordre des médecins, a déjà admis sa participation à votre plan. Tu n'as aucune issue, Antoine. Il a pâli, réalisant soudain l'ampleur de sa défaite. Céline s'est levée brusquement. « C'est un cauchemar », a-t-elle murmuré. « Mon père avait raison. Il m'avait prévenu que ta famille n'était pas comme nous. » Et il avait raison, ai-je répondu calmement. Nous ne sommes pas comme vous. Nous ne considérons pas les enfants comme des obstacles à écarter, les responsabilités comme des options, l'honneur comme une façade. En cela, nous sommes effectivement très différents. Elle a serré son sac contre elle, comme un bouclier. Je ne peux pas rester ici. Je dois réfléchir, parler à mes parents. Antoine l'a regardée avec stupeur. « Céline, tu ne peux pas partir maintenant ?» « Je suis désolée, Antoine. Je t'aime, mais... » Tout ça, elle a gesticulé vaguement vers l'appartement, vers nous. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour notre vie. Sur ces mots, elle est partie, refermant doucement la porte derrière elle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine s'est effondré sur le canapé, le visage entre les mains. « Tu as détruit ma vie, » a-t-il murmuré. « En une journée, tu as tout détruit. »« Non, Antoine, » ai-je répondu doucement. Tu as construit ta vie sur des mensonges, sur du sable. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite, c'est la vérité qui l'a fait s'effondrer. Amélie s'est levée, avec une assurance nouvelle. Je vais chercher Pierre. Il est temps que tu rencontres ton fils, Antoine. Pas comme une menace ou un problème, mais comme un être humain, ton enfant. Elle est sortie de la pièce, me laissant seule avec mon fils. Pour la première fois, j'ai vu au-delà de sa colère, de son arrogance. J'ai vu sa peur, sa confusion, ce petit garçon perdu que j'avais peut-être trop protégé, trop aimé sans exigence. Je ne sais pas comment être père, a-t-il admis, si bas que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Personne ne le sait au début, ai-je répondu. C'est un apprentissage quotidien. Ton père aussi doutait, tu sais. Il se demandait constamment s'il était à la hauteur. Papa? Son incrédulité était sincère. François avait toujours semblé si sûr de lui, si naturellement paternel. Oui, il notait ses doutes dans son journal, ses peurs de te décevoir, de ne pas savoir te guider. Mais il t'aimait, Antoine, assez pour affronter ses peurs chaque jour. Amélie est revenue, Pierre dans les bras. Le bébé était éveillé, ses grands yeux curieux explorant ce nouvel environnement. Quand Antoine l'a vu, il s'est figé, comme frappé par la foudre. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Il a les yeux de papa. Et ton menton ?» ai-je ajouté doucement. « Et le nez des Moreau. » Amélie s'est approchée, s'asseyant à côté d'Antoine avec Pierre. Sans un mot, comme guidée par un instinct maternel, elle a doucement placé le bébé dans les bras de son père. Antoine a maladroitement accueilli son fils, terrifié et fasciné à la fois. Pierre l'a fixé un instant, puis a souri. Ce sourire édenté, radieux, qui illuminait nos journées depuis une semaine. Quelque chose s'est brisé en Antoine. Ses épaules se sont affaissées et des larmes silencieuses ont commencé à couler sur ses joues. « Je suis désolé », a-t-il murmuré, à personne en particulier et à nous tous à la fois. « Je suis tellement désolé. » Ce moment a marqué un tournant. Pas une résolution magique, pas une réconciliation instantanée, mais le début d'un chemin. Un chemin difficile, semé d'embûches, mais un chemin, tout de même. Les semaines suivantes ont été intenses. Le scandale médiatique s'est progressivement apaisé, remplacé par d'autres actualités. Céline a demandé l'annulation du mariage, ce qu'Antoine n'a pas contesté. Les Dubois, humiliés publiquement, se sont retirés dans leur château familial en Normandie, refusant tout commentaire. Antoine a officiellement reconnu Pierre comme son fils. Il a loué un petit appartement près du nôtre, commençant à construire une relation avec son enfant. Pas comme le père idéal, mais comme un homme imparfait essayant de réparer ses erreurs. La fondation Nouveau Départ a pris forme concrètement. Grâce à la publicité générée par notre histoire, les dons ont afflué de toute la France.
Des femmes dans des situations similaires à celles d'Amélie ont commencé à nous contacter, cherchant de l'aide, du soutien, mais aussi offrant leur temps, leur expérience. Amélie et Pierre sont restés vivre chez moi. Ce qui avait commencé comme un arrangement temporaire est devenu notre normalité, notre bonheur quotidien. Amélie a repris ses études de droit avec une bourse de la Fondation, déterminée à devenir avocate pour défendre les droits des mères célibataires et des enfants abandonnés. 3 mois après cette confrontation fatidique, alors que l'automne parisien dorait les feuilles des marronniers, Antoine est venu me voir, seul. Nous nous sommes assis dans la cuisine, comme autrefois quand il rentrait de l'école et me racontait sa journée autour d'un chocolat chaud. « J'ai été contacté pour un poste à Lyon », m'a-t-il annoncé. Moins prestigieux que ce que je faisais avant, mais honnête. Un nouveau départ. « Lyon », ai-je répété, comprenant les implications. Là où la grand-mère d'Amélie vit encore. Il a hoché la tête, un sourire timide aux lèvres. Amélie et moi, nous parlons beaucoup. Pas d'avenir commun, pas encore, peut-être jamais. Mais nous essayons de construire quelque chose de sain pour Pierre. Je suis fière de toi, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Tu sais, a-t-il poursuivi, hésitant, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, sur la façon dont j'ai été élevée, sur le fait que tu m'as peut-être trop protégée, trop donné sans exiger en retour. J'ai senti mon cœur se serrer. Antoine? Non, laisse-moi finir. Tu avais raison. J'ai grandi en pensant que tout m'était dû, que je pouvais prendre sans donner, recevoir sans mériter. Et maintenant, je regarde Pierre et je me demande, comment l'élever pour qu'il devienne un homme meilleur que moi? Ces paroles, cette prise de conscience, valaient toutes les excuses du monde. J'ai pris sa main dans la mienne, émue au-delà des mots. Tu y arriveras, ai-je assuré. Jour après jour, erreur après erreur, comme nous tous. Et tu ne seras pas seul. 1 an plus tard, notre petite famille recomposée a trouvé son équilibre. Antoine s'est installé à Lyon, voyant Pierre régulièrement. Amélie a brillamment réussi sa première année de droit, jonglant entre études et maternité avec une énergie qui m'impressionnait chaque jour. La Fondation aidait déjà des dizaines de femmes et d'enfants, devenant un modèle cité dans toute l'Europe. Quant à moi, j'ai redécouvert le goût de l'enseignement en donnant des cours de soutien en littérature aux mères que nous aidions, les préparant à reprendre leurs études. J'ai aussi commencé à écrire mes mémoires, encouragée par Lucien qui y voyait un témoignage précieux sur les évolutions de la famille française. Un soir de printemps, alors que Pierre, maintenant âgé de 15 mois, faisait ses premiers pas dans notre salon sous les applaudissements d'Amélie et Marguerite, j'ai ressenti une présence familière à mes côtés. Pas un fantôme, pas une apparition, simplement cette certitude profonde que François était là, d'une certaine façon, partageant ce moment de joie. « Tu avais raison, mon amour », ai-je murmuré pour moi-même. Parfois, la vérité est douloureuse, mais elle libère. Pierre a titubé jusqu'à moi, ses petites mains tendues, son sourire lumineux éclairant son visage. Ce visage qui portait l'héritage des Moreau, mais aussi la promesse d'un avenir différent, meilleur peut-être. Je l'ai soulevé dans mes bras, respirant son odeur de bébé, savourant la chaleur de son petit corps contre le mien. Dans ce moment parfait, j'ai compris que ma vengeance, si on pouvait appeler ainsi ce qui s'était passé, n'avait jamais été de punir Antoine ou de détruire sa vie illusoire. Ma véritable vengeance avait été de choisir la vérité, la justice, l'amour, malgré la douleur, de briser le cycle de compromis et de mensonges dans lequel nous nous étions tous enlisés. La maison à Neuilly n'avait jamais été achetée. À sa place, des dizaines de femmes avaient trouvé un toit, une éducation, un avenir. Pierre grandissait entouré d'amour, connaissant sa véritable histoire, sans secret ni honte. Antoine apprenait lentement à devenir l'homme que son père aurait voulu qu'il soit. Et moi, Elisabeth Moreau, à 68 ans, j'avais découvert qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie, que les blessures les plus profondes peuvent, parfois, donner naissance au plus beau commencement. Ce soir-là, en bordant Pierre dans son lit, j'ai chuchoté à son oreille. « La vérité, mon petit prince, toujours la vérité. C'est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire. » Il a souri dans son sommeil, paisible et confiant. Et dans ce sourire, j'ai vu l'avenir, notre avenir à tous. Voilà mes chers amis, c'est ainsi que se termine mon histoire. Une histoire qui a commencé par une humiliation au mariage de mon fils et qui s'est transformée en un nouveau chapitre de ma vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Parfois, les blessures les plus profondes nous mènent vers les chemins les plus lumineux.
Je repense souvent à ce jour où j'ai pris mon téléphone dans ce taxi qui m'éloignait du château de Fontainebleau, les joues encore humides de larmes, pour appeler ma banque et annuler l'achat de cette maison à Neuilly. Ce simple appel a déclenché une cascade d'événements qui ont changé non seulement ma vie, mais celle de nombreuses autres personnes. La rencontre avec Amélie et Pierre a été le véritable tournant. Cette jeune femme courageuse et ce petit être innocent m'ont rappelé ce qui compte vraiment dans la vie: l'honnêteté, la dignité, l'amour inconditionnel. Ils m'ont donné le courage de faire face à la vérité sur mon fils, sur ma propre complicité dans la personne qu'il était devenu, et sur la nécessité de rompre ce cycle de privilèges sans responsabilité. La création de la Fondation Nouveau Départ reste ma plus grande fierté. Aujourd'hui, 3 ans après sa création, nous avons aidé plus de 200 femmes et leurs enfants à trouver un logement, une éducation, un soutien juridique et psychologique. Chaque semaine, je rencontre de nouvelles mères qui, comme Amélie, ont été abandonnées, trahies, mais qui refusent d'abandonner leurs enfants ou leurs rêves. Leur courage m'inspire chaque jour. Antoine, mon fils, a parcouru un long chemin depuis ce jour où il a tenu Pierre dans ses bras pour la première fois. Le chemin de la rédemption n'est jamais facile ni linéaire. Il y a eu des rechutes, des moments de colère, de déni, mais lentement, patiemment, il apprend à être père. Pas le père parfait, mais un père présent, conscient de ses responsabilités. Il voit Pierre 2 week-ends par mois et pendant les vacances scolaires. Leur relation est encore fragile, mais elle grandit, comme Pierre. Amélie a terminé ses études de droit avec mention. Elle travaille maintenant pour notre fondation, défendant juridiquement les femmes dans des situations similaires à celles qu'elle a vécues. Sa transformation de victime en avocate puissante est l'une des plus belles métamorphoses que j'ai eu le privilège d'observer. Elle reste vivre chez moi avec Pierre, et notre appartement à Saint-Germain-des-Prés résonne des rires et des jeux de cet enfant qui est devenu le centre de notre univers. Pierre a maintenant 4 ans. Il est vif, curieux, plein d'énergie. Il ressemble de plus en plus à François, non seulement physiquement, mais dans sa sensibilité, son empathie naturelle. Parfois, quand je le regarde dormir, je me demande si tout cela n'était pas écrit quelque part, si cette douleur n'était pas nécessaire pour que ce petit miracle entre dans ma vie, pour que je trouve enfin ma véritable vocation. La famille Dubois, ils ont disparu de notre vie aussi rapidement qu'ils y étaient entrés. Céline s'est remariée l'année dernière avec un diplomate suédois. Je lui souhaite sincèrement d'avoir trouvé le bonheur, et surtout, d'avoir appris que l'apparence et le statut social ne sont pas des fondations solides pour construire une vie. Marguerite reste ma confidente, mon roc. À 73 ans, elle a vendu sa librairie et s'est installée dans l'immeuble voisin d'une autre. Elle est devenue la grand-tante adorée de Pierre, celle qui lui raconte des histoires fantastiques et lui apprend des mots compliqués que même moi je dois parfois chercher dans le dictionnaire. Quant à moi, Elisabeth Moreau, j'ai découvert qu'à 70 ans, la vie peut encore nous surprendre, nous offrir de nouvelles raisons de nous lever chaque matin avec enthousiasme. J'ai publié mes mémoires l'année dernière, La maison que je n'ai pas achetée, un récit de notre histoire qui est devenu, à ma grande surprise, un best-seller. Les droits d'auteur vont intégralement à la Fondation, bien sûr. Ce que j'ai appris de tout cela, que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans le courage de faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Que parfois, perdre ce que nous croyions précieux nous ouvre la porte à des trésors bien plus grands. Que la famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle que nous choisissons de créer avec amour et respect. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui non pas pour vous divertir, bien que j'espère qu'elle vous a touché, mais pour vous encourager à regarder votre propre vie avec honnêteté. Y a-t-il des vérités que vous évitez? Des décisions difficiles que vous repoussez? Des relations toxiques que vous maintenez par peur du changement? J'avais 67 ans quand j'ai finalement trouvé le courage de dire non à mon fils, de refuser de continuer à alimenter son égoïsme. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité, pour redéfinir ce que signifie l'amour, pour tracer un nouveau chemin. Si mon histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, je partage avec vous des récits comme le mien, des histoires de femmes qui ont dû faire face à des trahisons familiales, à des choix déchirants, mais qui ont trouvé la force de se réinventer. Des histoires vraies, sans phare, qui nous rappellent notre humanité commune. Vos commentaires sont ma plus grande récompense. Ils me montrent que mes paroles trouvent un écho, qu'elles apportent peut-être un peu de réconfort ou de courage à ceux qui traversent des épreuves similaires.
Alors, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos propres expériences. Que feriez-vous à ma place? Comment avez-vous géré les trahisons familiales dans votre vie? J'aimerais également vous demander de laisser un j'aime à cette vidéo si elle vous a touché. Ce simple geste m'aide à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre cette histoire. Sachez que la production de ces vidéos représente un investissement considérable en temps et en ressources. Si vous appréciez mon travail et souhaitez soutenir Souvenirs de grand-mère, vous pouvez contribuer via la fonction Merci sous cette vidéo. Chaque contribution, même modeste, aide à couvrir les frais de production et me permet de continuer à partager ces histoires quotidiennement avec vous. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Il me permet de consacrer plus de temps à la recherche de nouvelles histoires, à la préparation de témoignages authentiques et à la création d'un contenu qui, je l'espère, apporte un peu de lumière dans vos journées. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez d'autres récits tout aussi poignants. L'histoire de Jeanne qui a dû choisir entre sa fille et son mari violent, celle de Madeleine qui a découvert à 60 ans que sa vie entière reposait sur un mensonge, ou encore celle de Louise qui a retrouvé l'enfant qu'on l'avait forcée à abandonner 50 ans plus tôt. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire, de m'avoir accompagné dans ce voyage douloureux mais libérateur. Comme je le dis souvent à Pierre quand je le borde le soir, les cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des preuves de guérison. À bientôt pour un nouveau Souvenir de grand-mère. Et rappelez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité, jamais trop tard pour recommencer.